Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast qui va être très difficile à faire car impossible d'analyser comme ça quasi à chaud après un seul visionnage une telle œuvre si riche réalisée par Takahide Ori. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, un japonais qui avait fait parler de lui il y a quelques années avec son Junkhead qu'il avait fait quasiment tout seul. Et bien là il récidive donc avec Junk World qui se passe dans le même univers, même s'il a un peu plus de personnes autour de lui, ça reste un énorme travail où il a beaucoup donné de lui, une sorte d'œuvre science-fiction dystopique futuriste d'animation en stop motion où il fait la plupart des voix et qui se déroule en fait par rapport à Junkhead dans le passé. C'est donc une sorte de préquel, même si c'est plus compliqué que cela. Ça joue sur le temps et les dimensions pour rester vague. Et donc on ne retrouve pas notre personnage de Parton, hein, c'était ça son nom du premier film, du moins sur le papier, hein, indirectement au début. Hein, on installe autre chose. 1000 ans avant je crois, enfin je risque de me tromper complètement, hein, mais beaucoup d'années avant Junkhead, mais Junk World se situe bien plus tard que notre époque actuelle. C'est un futur lointain où on trouve une équipe d'humains qui vient dans les souterrains du monde, associée aux Morrigan, sorte de créature que les humains ont mis en place avant et qui a échappé à leur contrôle. Hein. Le Morrigan s'est émancipé d'une certaine manière et a généré une guerre contre les humains. Là, on est en mode cessez-le-feu, donc les humains et les Morrigan vont s'associer parce qu'il y a eu un problème et peut-être devoir lutter contre une secte assez impressionnante où d'autres Mulligan dissidents, eux, vraiment sont contre les humains et avec une sorte d'approche très spéciale quand même à base de sadomasochisme, il faut le dire, oui, parce qu'ils détestent autant qu'ils adorent, qu'ils vénèrent une forme d'humain particulier qui pourrait être leur créateur, mais ils se sont rebellés contre eux, donc il y a une détestation absolue à base aussi de cannibalisme potentiel, enfin c'est assez improbable hein, sur le papier. Et donc cette équipe d'humains Mulligan, composée entre autres donc de la capitaine principale, Triss, du Mulligan originel, apparemment un des premiers clones, je reste là aussi très imparfait et imprécis dans ce que je peux dire, qui s'appelle Dante, et le robot protecteur de Triss, Robin, donc ceci plus l'ambassadeur et son bras droit là, un petit peu lèche-botte, si ce n'est pas plus, vont se retrouver piégés après une attaque et devoir aller là où ils avaient prévu d'aller à pied, une marche qui s'annonce longue pendant 5 jours minimum. Ça reprend un peu cette idée donc d'errance dans une mission qu'on avait dans Junkhead où le personnage principal humain Parton avait été transféré dans un corps cybernétique pour pouvoir trouver quelque chose qui pourrait aider les humains devenus immortels mais qui ne pouvaient plus procréer. Là on a ces humains là, on ne sait pas s'ils sont immortels mais probablement, on ne sait pas si la procréation n'est plus possible parce que c'est dans le passé de Junkhead, mais on sent quand même que, malgré tout, cette humanité est un peu, entre guillemets, corrompue indirectement de façon cybernétique aussi. Et là, au-delà donc des différences, il va y avoir des associations et des rivalités qui vont se mettre en place, et des créatures dans tous les sens, parce que c'est ça la force de Junkhead déjà à la base, Junk World poursuit cela, c'est qu'on a des petites bébêtes, là, le bestiaire est très très riche, et parfois ces créatures-là, on se demande comment elles sont venues au monde, il y a une idée donc de réflexion sur la création qui va être poussée dans un délire ultime, et il y a des trucs qui apparaissent là et on se demande comment. C'est-à-dire que le premier acte est assez étonnant là-dessus, mais très vite on comprendra plus tard que certaines situations, parfois cutées brutalement ou avec des apparitions étranges, eh bien, auront un sens quand on ira au-delà de cette temporalité-réalité qui nous est présentée au début. Enfin, réalité, oui et non, c'est un peu plus compliqué. Je ferai une mini-zone spoiler, mais je n'irai pas non plus trop dans un délire, pour pas dire donc tout simplement des sottises, car j'aurais besoin d'un revisionnage et de me poser face à cette débauche absolue, ce délire total de générosité créative dans tous les sens du terme, parce que la création en tant que telle est une des thématiques du film, mais c'est aussi méta d'une certaine manière, parce que la création du projet en lui-même est absolument folle. D'ailleurs, restez sur le générique final, vous voyez un making-of un peu en time-lapse, c'est hallucinant, et du coup le film est totalement halluciné, en cohérence avec donc son artisanat, et j'aime beaucoup, parce que
tu le sens de toute façon. Takahide Ori est quelqu'un sans limite, il s'est laissé vraiment porter par son délire absolu. Je crois que pour le premier film, il s'était enfermé la plupart du temps dans un garage pour faire ça tout seul, avec un jusqu'au boutisme absolu, quasiment au niveau d'un Mad God de Phil Tippett, même si là, lui, il avait pris plus de 30 ans, je crois, mais bon, il a peut-être passé moins de temps aussi au quotidien, c'était pour un problème de production et d'argent aussi. Mais c'est vrai qu'on a des trucs en stop motion. Cette idée-là, c'est que c'est obligatoirement long. On le sait, Hardman nous l'a montré, mais la qualité est au rendez-vous, parce que justement, en prenant le temps, ça nous permet de réfléchir aux situations de mise en scène, etc. Et là, forcément, sur cette suite, enfin, sur cette deuxième occurrence, c'est encore plus poussé. Il y a des plans de cinéma remarquables sur les scènes d'action, hein. Franchement, c'est fou comment il a réussi à avoir la vision, et c'est poussé encore plus loin que par rapport à un Junkhead qui était plus intimiste, quelque part, avec peut-être moins de personnages, plus linéaire fatalement, hein, même si on passait d'un monde à l'autre indirectement par des niveaux en descendant les souterrains, mais là, ça va au-delà. Et cette idée de survie, de cohabitation aussi est passionnante, parce que on a des personnages vraiment bien écrits psychologiquement et qui vont avoir une ampleur absolue plus tard. Bon, on a cette commandante qui est la leader avec son robot protecteur, Triss donc, et pas qu'humaine d'une certaine manière. On voit de toute façon qu'ils sont tous plus ou moins améliorés. Et il y a le robot qui n'est pas que robot, il a une intelligence artificielle organique. Et ça, c'est passionnant parce que forcément, dans ce délire-là, dans l'existence, on voit sur la création comment on peut mélanger la transidentité, si vous voulez, entre organique et artificiel, entre robot et humain, et au-delà même de cela. Et derrière, ça va se justifier avec ces petites anomalies plus ou moins quantiques ou dimensionnelles qui sont repérées là, magnétiques ou autres, et qui vont forcément nous proposer quelque chose de total, quoi. C'est vrai que quelque part, on pourrait penser à des films comme Everything Everywhere at Once ou The Matrix, Cloud Atlas, j'y ai pensé, mais c'est autre chose. Mais vous voyez, ces trucs où ça va mélanger les temporalités et avoir des connexions, des réflexions avec une forme de voyage dans le temps, des répercussions et des causes et des conséquences qui parfois même la conséquence devient la cause d'une prochaine conséquence, et j'en passe. Et il y a des moments d'à côté dans le film, presque des parenthèses pour nous présenter certaines situations qu'on n'attendait pas, qui sont ultra passionnantes, qui mériteraient des films à part entière justement. Et c'est ça la force aussi de Junk World, c'est que dans sa folie, quand bien même on aimerait plus de développement, on aurait bien pris 3 heures d'un film comme ça, peut y avoir une forme de frustration, mais c'est comment il décuple son univers, totalement de façon incohérente sur le papier, mais en fait tout se raccorde, et encore arrivé au bout, on se dit, il y aura plus derrière. De toute façon, c'est pensé comme une forme de trilogie, il y aura un troisième volet, et qui va raccorder probablement plus en profondeur le premier et le deuxième, qui, quelque part, sont différents, oui, mais on est dans le même monde, avec ces endroits-là un peu désaffectés, des endroits d'avant, à base de choses qui ont été abandonnées par rapport à une catastrophe, mais où la vie a repris ses droits, et ces créatures-là, justement, qui sont un peu en raccord avec les créatures étranges qu'on voyait dans le premier film, elles se sont installées, elles se sont imposées au-delà même des schémas imposés par les humains, qui eux-mêmes avaient créé ces Mulligans, qui ont décidé eux aussi de vivre, tout en prenant ces humains de façon différente, que ce soit en alliés, en tant que créateurs, ou en tant que ceux qui les ont mis, on va dire, dans cet enfer, parce que c'est une sorte d'enfer, d'ailleurs, il y a des personnages, bon, Dante, il y a même un personnage qui s'appelle Bastet plus tard, vous avez les références infernales, même dans les nominations, si vous voulez, de certains protagonistes. Et spoiler, alors, je vais quand même devoir rester bougrement vague, ça s'ouvre quand même sur un personnage qui ressemble beaucoup à notre Parton, on va dire, hein, du premier film, qui est abandonné telle une carcasse, là, qui va affronter des créatures, enfin, celles-ci vont s'approcher, on se demande ce que c'est, et il s'annonce en tant que dieu. Si vous avez vu Junkhead, il y avait cette idée aussi que les Mulligans considéraient peut-être Parton comme un dieu, lui-même comprenait pas pourquoi, et etc. Donc il y avait une idée de jeu sur ce plan-là. Et en fait, il y a l'idée donc du délire démiurge de création, que ce personnage-là qu'on voit au début, qui n'est finalement pas Parton, mais notre robot Robin, qui va être envoyé, alors là je vais rester vraiment pas dans l'explication, ça sert à rien, vous avez vu le film comme moi, hein, vous pouvez avoir votre propre idée sur la situation et en parler en commentaire si vous voulez, mais peu importe, c'est les thématiques qui sont passionnantes, c'est-à-dire à travers des voyages dans des dimensions, dans des portes, etc., dans des futurs, du passé, de futurs, de choses, ce machin abandonné là, qui récupère l'écorce, parce que bah, c'est
on va dire, un type de robot qui était dans les souterrains, mais peu importe, va créer son univers. C'est-à-dire que Robin, là, va devenir le dieu de ses créatures, et ça va prendre du temps, des années, des décennies, des siècles, pour qu'il crée lui-même sa civilisation, en étant vraiment le tyran aussi qu'il doit être pour les bouger. Alors ça, c'est terrible, cette idée de création et de domination, où pour les faire progresser plus vite, il va créer des classes sociales. Il y a quelque chose d'assez dramatique derrière, et au final, cette princesse-là, qui est héritière des décennies après de cette civilisation-là, va aider le dieu, le roi Robin, pour faire quelque chose en sorte que la boucle se boucle, pour que ça se passe, pour l'aider dans le passé, qui est peut-être aussi le futur, indirectement, non, enfin le futur pour nous, mais le passé de toute façon. C'est assez extraordinaire, parce que forcément, je peux pas dire que j'ai tout compris entre donc les temporalités et les dimensions, mais tout fait sens. Et vous avez d'autres créatures qui pourraient être des trucs très futuristes, hyper avancés, qui viendraient là, et bon, c'est extraordinaire, voilà, tout simplement. Et tu sens que dans ce délire créationniste, d'entraide et de mettre en mode la vie et voir comment ça peut avoir un impact, il y a toute une idée donc philosophique, et c'est ça qui est passionnant, parce que on est vraiment dans la mise en abîme absolue de la création. Lui, il reprend notre Ori, notre créateur, nous, du film, beaucoup de choses qui ont été faites avant dans l'artisanat, et il le transcende dans une sorte de cinéma jusqu'au boutiste, reprenant des codes, bien sûr, de certains films à la Matrix et tout, pour faire son petit délire personnel, tout ceci mélangé avec un bestiaire sans fin, et non sans humour, parce que c'est assez fou de voir comment tout s'est créé là, dans une vie absolue, et cette idée de secte, donc j'en parlais, SM, qui va avoir un écho avec cet ambassadeur et son bras droit, qui est un moment phallique, qui est flouté. D'ailleurs, le film s'en amuse, il floute ça, mais après il va flouter le visage de l'ambassadeur, et on voit le truc phallique en dessous. C'est des petits détails comme ça, où on voit, on s'en amuse en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va au bout de sa création dans son délire SF, hard SF même par moment, mais qui en pose aussi des facéties, les facéties de la vie, les facéties un peu humoristiques et tout, et des créatures qui sont à la fois drôles, bizarres, mais qui font peur. C'est comme dans le premier film, et moi je trouve ça très drôle, avec ces idées de tiens, de s'envoyer un messager dans le passé pour aussi, à Dante aussi, hein, notre Morrigan originel qui va aussi se poser pas mal de questions, qui va aussi avoir ce destin-là du futur, d'autres dimensions, etc., parce que le portail étant ce qu'il est. Et c'est passionnant, voilà. Après, ça arrive à une forme d'aboutissement, la mission est transcendée au-delà de la mission, on se demande d'ailleurs pourquoi, jusqu'au bout, ben, c'est juste le pourquoi de l'existence, hein, ce film-là, et on arrive donc à cette fin où tu sens que ça va bien raccorder, bien sûr, à Junkhead, parce que, rappelez-vous, il se faisait quand même passer de corps en corps, de conscience en gardant la sienne. On peut imaginer qu'il va y avoir une sorte de mélange des consciences entre peut-être donc Parton, Junkhead, Robin, / les deux sont sous la même écorce, mais peut-être partagent une forme de réflexion ensemble avec Dante et tout, ou Triss ou d'autres. Bien sûr qu'on va avoir, je pense, un troisième volet encore plus fou. Je ne sais pas quand il arrivera, parce qu'il doit prendre son temps. Est-ce qu'il aura une équipe encore plus grande autour de lui? En tout cas, ça promet. Je suis sûr qu'il a déjà travaillé en parallèle sur ce qu'il va faire plus tard. Et peut-être que même sur Junkhead, il commençait déjà à réfléchir sur Junkworld et travailler dessus en même temps. Je ferme la zone spoiler, vraiment. Je vais pas aller beaucoup plus loin sur l'intrigue et tout, parce que c'est pas le plus important. Thématiquement, c'est d'une richesse. Voilà, il faut que vous voyez ce film si vous l'avez programmé près de chez vous, parce que dans la générosité visuelle de création et de l'art, déjà, ça vaut plus que le coup. Dans cette idée, justement, qui met en raccord ce côté auteuriste, d'une certaine manière, enfin, de démiurge de son cinéma, avec une idée très existentielle, philosophique, et donc divine, donc dans, on va dire, la folie et la réflexion de son film, de sa diégèse. Et ce qui est passionnant, c'est que ça va au-delà de l'humanité, parce que c'est juste l'existence, avec ces créatures, on ne sait plus trop qui est qui, ni quoi, machin, dans l'humain, dans le cyborg machin, dans le Morrigan cloné, etc. C'est juste des envies de vivre, et aussi de poser les choses. Bref, voyez ça, parce que ça reprend aussi des délires, évidemment, en référence à la civilisation humaine au sens large. Réflexion, évidemment, à comment certains empires se sont fondés, hein. Il n'y a vraiment aucune surprise là-dessus, et même si on est dans cet avenir futur complètement dystopique, ça continue à fourmiller, et ça bouillonne d'idées visuelles, réflexions, tout ça, et tout se raccorde forcément bien, même si évidemment après le premier visionnage t'es un peu paumé, et peu importe, t'as envie de relancer le film, quoi. Voilà, allez, donc donnez de la chance, voilà, donnez de la force, même plutôt je dirais, à ce Junkworld, essayez de rattraper Junkhead avant, mais j'ai envie de dire d'ailleurs, et je finirai là-dessus, même si je n'avais pas vu Junkhead, c'est pas dramatique, voyez Junkworld, rattrapez Junkhead plus tard un jour, et vous verrez le troisième volet où je pense qu'il faudra avoir vu les deux,
peu. Mais donnez cette chance-là, ne serait-ce que pour le délire de cinéma et de création, parce qu'on ne verra pas des films comme ça 2 fois par an, et même si on en voit un tous les 5 ans, c'est grand maximum. Peut-être un petit peu à l'image de ce qu'il a pu faire du coup avec ces 2 films, qui sont séparés par 5 ans, il me semble, d'intervalle. Allez, je vous laisse la parole en commentaire, corrigez-moi, rajoutez des trucs, dites-moi ce qui vous a marqué sur certaines créatures, sur certaines réflexions ou autres, bien sûr. Questionnement diversifié, évidemment, pour qu'on puisse aller plus loin. Ci-dessous, on débat. Allez, je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine. Ciao!